est parti. Eh ben, messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour la Cale. Salut. Salut. Bienvenue aux Intergalactiques, 10e édition. Une table ronde animée et maîtrisée par la Cale autour des punks et du jeu de rôle. Avec, on a de la chance, non pas 3 mais 4 invités aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter chacun à votre tour. En quelques mots, en quelques phrases, comme vous le sentez. Nous dire un peu ce que vous foutez là. Alors moi Voilà. je suis Emmanuel, j'aime initier les gens au jeu de rôle parce que je trouve que c'est parfois difficile et j'aime bien leur montrer que c'est extrêmement simple et une fois que je leur ai donné le flambeau, ils vont vers d'autres aventures, d'autres cieux avec d'autres personnages. Cool. Voilà. Cool. On fait un tour de table rapide et tu nous en parles un peu plus après. Bien sûr. Moi je m'appelle Batro, je suis éditeur et auteur de jeux, j'essaie de faire des trucs un peu rock'n'roll, voilà, à propos de métal, de caca et de violence notamment. Ouais, ça rejoint une des parties qui est prévue ce soir d'ailleurs. Moi je suis Christophe Siebert, je suis auteur de romans et j'ai notamment écrit un univers de jeu de rôle pour le Batro qui vient de se présenter. Merde. Entre autres. Moi c'est Julien, je suis auteur de jeux de rôle et scénariste de bande dessinée. Entre autres. Entre autres. Yes. Mais on a tous un petit côté entre autres. Ouais, carrément. Ouais. Bah, c'est justement un des points forts de la table ronde d'aujourd'hui, c'est qu'on parle un peu du côté do it yourself qui est lié au jeu de rôle intrinsèquement, hein, clairement, et à vos parcours respectifs à chacun d'ailleurs. Punk, nos futurs, do it yourself, tout ça c'est des trucs qui sont arrivés avec le mouvement punk il y a une 50aine d'années, c'est-à-dire à peu près au même moment que le jeu de rôle justement. Et 50 ans après, c'est des mouvements, que ce soit le punk ou le jeu de rôle, qui tournent encore beaucoup, qui parlent encore à beaucoup de monde, hein, la preuve. Pourtant, on miserait pas dessus à la base, sur cette survivance, sur ce côté un peu anarchiste, sur ce côté un peu bricolé, trafiqué dans les coins du jeu de rôle. Est-ce que vous pourriez peut-être commencer cette table ronde par nous dire en quoi vous, cette jonction du punk et du jeu de rôle, du do-it-yourself, de l'anti-système, ça correspond à vos expériences, à vos pratiques, que ce soit en tant que joueur, en tant que meneur, en tant qu'éditeur, en tant qu'auteur, etc. Emmanuel, si tu veux commencer, est-ce que ça te parle ? Moi je pense que vraiment le gros lien à faire entre le punk et le jeu de rôle, c'est qu'à la base on n'a pas besoin de grand chose pour être un punk, on a besoin d'amis, on a besoin d'un chien, on a besoin de quelques canettes, et pour jouer au jeu de rôle on n'a pas besoin de grand chose, on a besoin d'amis, de quelques canettes et d'un peu de temps. Et on n'est pas obligé de suivre scrupuleusement des bouquins qui sont écrits avec des tas de règles et d'alinéas, on n'est pas obligé de faire exactement comme ça a été prévu, on peut être vraiment libre, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Ouais, c'est même quelque chose qu'on voit beaucoup dans le jeu de rôle. Souvent, on a un guide de règles, et au bout d'une demi-heure ou 3 ans, ce guide il sert plus à rien, on se l'a approprié autour de la table, on l'a détourné, on en a fait un peu ce qu'on voulait. C'est une pratique qui est très propre au jeu de rôle d'ailleurs, dans le milieu ludique en tout cas. Batro, est-ce que ça te parle, toi, cette notion de détournement et d'appropriation ? Oui, c'est vrai que y a un côté physique déjà, c'est que quand tu peux faire un jeu de rôle juste sur une feuille de papier, ça aide beaucoup à faire ce que tu veux. Et ensuite, je crois que c'est un des seuls jeux de société, pour reprendre une définition un peu large, qui, en fait, où tu peux changer les règles. Et ça, c'est super fort. Voilà, et donc soit en vrai ou même métaphoriquement, tu vois, tu changes les règles, l'histoire, même les accessoires de jeu, donc oui, c'est un super support pour faire du punk entre guillemets, ouais. Yes. Christophe, il me semble que tu as été très actif au niveau fanzina, au niveau production un peu autonome. Ouais. Et est-ce que c'est quelque chose qui est corrélé d'après toi à la pratique du jeu de rôle ? Le rapport entre fanzina et jeu de rôle, c'est pas un truc que j'ai trop connu. Mais par contre, moi j'ai surtout été rôliste dans les années 80-90 quand j'étais ado. Et je jouais plutôt effectivement à des jeux installés, faits par des grosses sociétés. Et c'est ce qui m'a fait revenir au jeu de rôle via Batro notamment, c'est que j'ai eu l'impression qu'une nouvelle génération, beaucoup plus do it yourself, beaucoup plus dans l'irrévérence, beaucoup plus dans le refus des hiérarchies, du pognon, de monter une vraie boîte pour faire des vrais jeux. Et c'est ce qui m'a beaucoup séduit. Merci. C'est ce qui m'a beaucoup séduit dans cette nouvelle génération de créateurs de jeux en fait. Parce que je suis plus lecteur de jeux que joueur maintenant. Mais... Ok. Lecteur, joueur, grosse structure, grosse boîte de jeux de rôle indépendant, ça c'est des trucs que tu maîtrises bien Julien puisque tu as fait un peu des deux, il me semble. Et c'est des thématiques
qui sont plutôt propres aux jeux de rôle indépendants que toi tu portes avec des grosses structures d'édition, que ce soit la tienne ou celle pour qui tu bosses, depuis 90. Ouais, c'était à l'époque où Internet est arrivé chez les gens. Ouais. Ouais, je sais pas, pour le coup, moi j'ai travaillé en indépendant, mais par rapport à beaucoup d'auteurs dont je kiffe le taf, parce qu'ils ont pas besoin d'éditeurs justement pour faire ce qu'ils veulent comme ils veulent, le renouveau du jeu de rôle et puis une grosse part de la créativité en jeu de rôle a toujours été animé par le fanzina, par les auteurs indés qui faisaient leur jeu indé comme ils voulaient, avec la photocopieuse du bahut, tu vois, ou du truc. Et je pense que ça renoue avec un truc. Le jeu de rôle, c'est un peu un média de mauvais garçon bien élevé, tu vois, pour le côté punk. Pour moi, ça reste Croc qui fait ses jeux, qui fait, tu vois, Zone Bitume, machin, qui va les distribuer en Solex, tu vois, pour les vendre. Et puis voilà, c'est le jeu de rôle français, il y a une filiation de ça, quoi. Et aujourd'hui, là, on est dans des trucs quand même, faut pas se voiler la face, hein. Ce qui fait marcher le jeu de rôle, c'est crowdfunding, c'est des sociétés qui sont hyper structurées, c'est budgété à l'euro près. Il y a du marketing, tu vois, tu fais tes prix, tes packs en fonction de tes marges et tout. Ça a plus rien de punk, le jeu de rôle. Pour moi, le seul point commun qui reste aujourd'hui entre le punk et le jeu de rôle, c'est que He's Not Dead. Les deux, tu vois, sont pas morts, quoi. Mais on est très loin de l'esprit. Je fais mon truc comme je veux. Fuck, tu vois, avec la mise en page que je veux, la thématique que je vais aller explorer des trucs un peu dans les coins et tout. C'est très normalisé, on fait des très beaux objets maintenant en jeu de rôle, comme il y a eu des très beaux albums de punk, ça n'empêche pas de faire très bien un truc complètement barré, quoi. Mais on est revenu là après un passage désert et tout. Et les fameuses années 80-90 qui étaient hyper barrées, tu vois, parce que le jeu de rôle était déjà un loisir marginal. Carrément. On renoue avec les punks là-dessus. Parce que je pense pas qu'il y ait d'idéologie punk dans le jeu de rôle. Il y a eu peut-être la même considération des autres sur le jeu de rôle que sur le punk. Ils comprenaient pas qu'on puisse faire ça sérieusement en étant complètement déjanté. Ils comprenaient pas ce qu'on faisait, quoi. Mais aujourd'hui, on est revenu quand même à quelque chose de très commercial, quoi, de tout sauf punk, quoi. Entre autres, tu vois, même pas de punk assagi, quoi, de gens qui ont compris que l'argent ça avait une valeur et que les gens en avaient, tu vois. On vend des produits, le jeu de rôle, c'est pour ça que ça a été sauvé, quoi. Et ça n'empêche pas la créativité, hein. Mais on est quand même loin de l'époque rue des Écoles, Love Cube, enfin pour parler uniquement du jeu de rôle en France, quoi. Et ce qui a assuré cette survivance là, je pense, c'est vraiment justement les auteurs indés qui disaient tiens, moi je vais faire un jeu où on joue des ninjas qui vont, tu vois, contre des nonnes nazis et tout, et ça va faire 16 pages et le système je l'ai même pas testé, quoi. Et ça c'est cool, voilà. Ok, il y a déjà beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait rebondir, mais alors moi, il y a un truc qui me semble important, c'est que on est arrivé à un moment dans l'histoire du jeu de rôle où on a quelque chose qui est devenu extrêmement normé, avec des très très grosses licences, principalement une grosse licence que les gens préfèrent racheter et adapter plutôt que de faire leur propre créativité. Ça amène plein de nouveaux joueurs, et en même temps très très vite les mecs se rendent compte que j'ai pas forcément envie d'acheter les 15 suppléments pour pouvoir faire ma partie. Je suis capable de faire une liste d'idées, de choses, de thèmes, d'objets non identifiés que j'ai envie de vivre au quotidien dans mes parties, et donc cette grosse licence c'est super, ça m'a permis de connaître le truc, c'est vendeur, c'est ok, mais maintenant moi je peux faire quelque chose. Et c'est peut-être aussi, c'est paradoxal, mais c'est parce qu'il y a une énorme licence qui a avalé peut-être 50% du marché, qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui se disent ah mais attends, en fait moi je peux le faire aussi. Finalement c'est pas extrêmement compliqué, ça sera moins beau, ça sera moins joli, effectivement ça sera édité sur lulu.com, je vais me galérer un peu pour la mise en page, j'aurai des illustrations en noir et blanc, mais je suis capable de faire un truc. C'est finalement il y avait un chemin qui partait vers le jeu de rôle, c'est-à-dire toujours plus des objets toujours plus beaux, magnifiques, des livres tout en couleur, en quadrichromie, extrêmement géniaux. Et puis finalement avec une feuille, du papier blanc et même taper à la machine, je peux faire peut-être plus intéressant, et en tout cas je peux m'amuser beaucoup plus. C'est pour ça que c'est très punk, je trouve. Ouais, c'est un truc. Moi je remarque là-dessus, puisqu'on parle du côté un peu marché, t'as dans le jeu de rôle aujourd'hui deux grosses écoles, en schématisant un peu. D'un côté les beaux objets, les beaux coffrets, les coffrets en bois, ce genre de trucs, très merchandisés, très vendeurs, très shiny, et de l'autre, toute cette flopée d'auteurs et d'autrices indépendantes qui fournissent des trucs mais par wagon entier.
Et effectivement, d'un côté, tu as 3-4 locomotives que tu vas trouver un peu n'importe où. Et de l'autre, vraiment littéralement une métachier de systèmes, d'univers créés chacun dans son coin pour soi et son groupe de potes. Cette dichotomie, est-ce qu'elle te parle à toi? Bah oui, mais après ce que disait Julien, ce que disait aussi Christophe, en fait il y a deux mondes qui existent, je trouve, notamment sur Quickstarter, donc une plateforme de crowdfunding, où régulièrement, en tout cas hors de France, il y a des campagnes où il y a plein d'auteurs indépendants qui vont faire le mois du fanzine, et ils vont faire des jeux de rôle sous forme de fanzine. Et du coup, ça cohabite en fait avec les grosses licences, les très très beaux bouquins. Donc pour le moment, les deux cohabitent. Après, je pense que évidemment en termes de vente et tout, on n'est pas du tout dans les mêmes dimensions. Hein. Ce qui vend principalement, c'est Donjons & Dragons, hein, et ses dérivés, les beaux livres. Mais toutefois, il y a de la place. Toujours pour pas mal de créativité, notamment sous forme de fanzine, sous forme de feuilles à imprimer et à découper, enfin tu vois. Ouais, voilà. C'est comme ça qu'on a tous commencé. Je crois qu'on est à peu près grosso merdo de la même génération. Ouais, on a beaucoup commencé avec des polycopes au lycée, avec ce genre de choses. C'est un truc qui existe encore aujourd'hui en parallèle. Ouais. Des beaux bouquins cartonnés, illustrés, pleine page, etc. quoi. Mais je pense que le public c'est aussi élargi. Et du coup, il y a l'air d'avoir du public pour les deux, quoi. Voilà. C'est là où je trouve qu'on est vachement proche de la musique en termes d'industrie ou de marché, quoi. C'est que on a tous démarré avec des potes qui nous faisaient des cassettes, tu sais, parce qu'on pouvait pas acheter les vraies cassettes et tout ça. Ils nous faisaient des copies de trucs, quoi, ou des photocopies de jeux de rôle et tout. Et aujourd'hui, t'as les majors, t'as des albums, t'as des groupes, t'as des tournées, des machins sur des jeux à licence. Le nouveau crowdfunding de tel éditeur, tu vois, clac, qui connaît son affaire et tout, il y a la promo derrière. Et en parallèle, t'as toute la scène indé, quoi. Vraiment comme en musique, quoi, qui explore des trucs en disant moi je m'en fous que ce soit distribué, machin, je veux juste que ce soit vu, lu, joué. Et puis la forme, toi, c'est pas un produit, quoi, c'est un projet, quoi. Tac. Et t'as vraiment un vrai parallèle plus avec le milieu de la musique, quoi. C'est qu'on fait tous de la zik. Il y en a pour qui c'est un métier, il y en a qui sont chez des éditeurs, chez des labels et tout, qui ont une structure professionnelle d'édition de ce qu'ils écrivent, et d'autres pour qui c'est une passion et ils le font aussi bien l'un que l'autre, quoi. Sauf qu'ils le font comme ils veulent, quoi. Et il y en a qui font les deux en plus. C'est à dire, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux avoir les pieds dans les deux univers et le faire avec un égal plaisir, quoi. Clairement. T'as un gros parallèle entre musique et jeu de rôle au niveau aussi où une partie de jeu de rôle, c'est un buff où on ramène chacun nos influences, nos envies, nos trucs. Et la particularité en tant qu'objet ludique du jeu de rôle, c'est justement, c'est pas moi qui amène un truc et vous qui allez suivre le chemin de fer, mais ce que vous allez amener va nourrir l'improvisation de la partie. Et cette notion de musicalité dans le jeu de rôle, je pense notamment là pour le coup à vous deux, c'est quelque chose que vous retranscrivez aussi. On sent vos influences musicales, on sent vos influences de pratique dedans, j'ai l'impression quand même quelque part. Bah, c'est gentil de nous mettre tous les deux, mais il a tué le game, il a fait un jeu avec des médiators, tu peux pas casser, tu vois. Enfin, voilà, respect jusqu'à la fin des temps, quoi. Ouais, bah après c'est vrai que il existe plein de modes au niveau du jeu de rôle. Tu peux jouer avec un MJ, avec plusieurs MJ, sans MJ. Enfin voilà, aujourd'hui il y a des tonnes de pratiques, donc on n'est plus dans une ère où il y a 2-3 modes. Aujourd'hui il y en a des tas, et c'est très bien d'avoir plein de portes d'entrée comme ça. Même si d'ailleurs si la porte d'entrée principale va être Donjons & Dragons la plupart du temps. Après des fois les gens ils arrivent à dériver et puis à trouver à découvrir d'autres formes de musicalité en fait dans le jeu de rôle, je dirais. Comme un musicien qui va commencer par un Queen ou un Metallica et qui va finir sur des trucs totalement indus et barrés, quoi. Je trouve qu'il y a aussi un autre parallèle avec la musique, c'est que de la même manière qu'avant, si tu voulais faire de la musique, c'était compliqué, il fallait du matos, il fallait tout. Alors tu pouvais enregistrer du black metal dans ta cave, on est bien d'accord, mais il n'y avait pas moyen de faire des trucs léchés.
facilement. Oui. Et aujourd'hui, pareil, en jeu de rôle, Oui. c'est facile quand même de se faire une petite mise en page, un petit truc. Moi, je me rappelle le premier bitume de Krog, bon, c'est tapé à la machine, c'est absolument dégueulasse, il y a une page sur deux, t'arrives à rien à lire. Mais bon, il y a la passion derrière, mais maintenant, t'arrives à avoir la passion et l'édition quand même un peu coquette, quoi. Ça roxe un peu, tu peux faire quelque chose de joli, quoi. C'est vrai qu'on a des outils technologiques maintenant à porter, quoi. Des sites d'impression à la demande, des trucs qui font de la mise en page. Dieu bénisse lulu.com. Ouais, entre autres. Et ça existait pas il y a. Au temps des punks, tu vois. Ouais, carrément. Et aujourd'hui, ça existe. Même les compétences s'améliorent, j'ai l'impression. Enfin, maintenant, oui. tout un chacun est meilleur en mise en page, en rédaction, en correction, en relecture, en dessin. Ouais. Le niveau général s'est vachement amélioré. D'ailleurs, ça, c'est un peu comparable plus au post-punk qu'au punk, justement. Il y a vraiment cette évolution aussi qualitative dans les ambitions et dans les capacités de chacun. Carrément. On n'est pas loin du garage, justement, où tu as un style musical ou littéraire qui va être fait de briques et de rock dans ton garage, mais avec Internet, avec les outils, tu peux toucher n'importe qui, n'importe où, qui lui-même, à son tour, va s'approprier ce que tu as créé et le détourner, quoi. Ouais, et le faire évoluer aussi. Après, je crois que c'est important d'avoir des jeux de rôle qui sont même pas écrits, qui sont, tu vois, les gens en créent chez eux, même pour une convention, en fait, ils font jouer leur scénario, ils improvisent des règles. Et ça aussi, c'est une attitude punk quelque part. T'as même pas plus besoin d'objets. Ouais. Puis même, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui a compté vachement, c'est toutes les différentes licences, l'OGL, par exemple les Creative Commons. Moi, quand j'ai commencé à écrire, j'étais super angoissé qu'on me pique mes idées. Puis un jour, je me suis dit, ouais, tu mets Creative Commons, vas-y, les gens vont jouer, mais c'est cool. Ah ouais, voilà, il y a quelque chose, quoi. On m'a donné un cadre, entre guillemets, juridique, dans lequel je peux exprimer ce que je sais faire. Si ça plaît aux gens, allez-y les gars, j'ai jamais voulu devenir millionnaire avec. Et de la même manière que plein de gens sont musiciens par passion, j'ai vendu 500 albums, c'est trop cool, quoi. C'est génial. Je pensais en vendre 2 à ma mère. J'en ai vendu 500, c'est formidable, quoi. À ta mère. J'en ai acheté 500. Mais tu vois, elle avait des copines à la maison de retraite. Ah bah c'est ça. Mais c'est vrai que le parallèle avec la Zik, il est assez fou parce qu'on pourrait filer la métaphore Zik clairement. Vraiment à tous les niveaux. Je rebondis sur ton truc là, sur la peur de se faire piquer ses idées, tu vois, qui est très auteur. Tu démarres, tu crées un truc, t'es content, tu te dis machin, c'est précieux, ça. Et en jeu de rôle, c'est le truc où tu sais quoi que tu fasses, ils vont le déchirer, ce que t'as fait. Ils vont faire ce qu'ils veulent, ils vont changer les règles, ils vont maltraiter tes PNJ préférés, ils vont pas faire ton scénario dans l'ordre et tout ça. Et en fait, il y a un moment où tu te dis, mais en fait, que je fasse un truc qui est pas sous licence Commons ou en téléchargement libre et tout ça, et que je leur vends et ils vont en faire ce qu'ils veulent, ou alors je leur donne à dispo gratuit et ils vont en faire ce qu'ils veulent. C'est comme les musicos qui mettent pas leur partition en ligne, tu vois, alors qu'ils savent que 2 jours après tu auras des covers de partout, les mecs ils vont essayer de répéter les morceaux, c'est la même chose, quoi. Et Trop, il a un t-shirt Nine Inch Nails comme d'hab, quoi. Et je me souviens de l'époque. C'est toujours le même en fait. Je commande beaucoup chez eux, j'avoue. Il a toujours un t-shirt que je kiffe. Et je me souviens de l'époque où Nin, ils avaient balancé des clés USB dans les toilettes de bar et tout aux États-Unis. Ils avaient mis des samples, toutes leurs patchs de leur nouvel album et tout à dispo. Et les mecs, ils avaient fait quoi? Ils avaient fait Alléluia, on va faire des morceaux, on va faire des remixes, on va machin et tout, quoi. Et ça, voilà, c'est aussi une évolution qu'on a en jeu de rôle, c'est que on sait que les groupes de joueurs, ils ont non seulement la même maturité que ceux qui font les jeux, si ce n'est plus, parce qu'ils ont du recul et que nous on n'en a pas en tant qu'auteur, quoi. Mais en plus, ils ont cette envie de créer, de modifier, de patcher, d'aller modder des trucs, de créer des univers où ils cherchent un système, une option et tout. Et il faut qu'on leur file tout, quoi. Enfin, il y a aucun intérêt. Il y a une vraie démarche de création quand on fait des univers complets, des gammes, des jeux. Il y a une proposition, produit, écriture, illustration. Tu vois un produit fini. Alors, en même temps, mettre des systèmes à dispo. Faire des scénarios et dire éclatez-vous, faites ce que vous voulez, c'est aussi ça qui fait que le truc il vit et que ton son, ta musique, ton grain ou ton approche du design ou de l'écriture, tu vois, ça crée des courants et ça vit, quoi. Et le parallèle avec la musique, il est ouf à ce niveau-là, quoi. Enfin, il faut filer les partitions aux gens qui aiment la musique qu'on joue, quoi, tu vois. Enfin, c'est... Mais ça vient d'où, ça, justement? Ça, c'est une question, moi, qui me trotte pas mal. Cette notion, je m'approprie, je détourne ce qu'on me fournit. Je veux dire, vous êtes game designer, vous créez un système pour dire que les gens, voilà, jouez ceci dans tel esprit, je vous fournis tout ce qu'il faut pour vous aider. Mais vous savez, on sait au fond que les gens vont se l'approprier, vont le détourner, vont le contourner, vont l'adapter pour faire leur cam à eux dans leur garage, encore une fois.
qu'est-ce qui fait que le jeu de rôle, comparé aux échecs, au Go ou au Monopoly, il y a cette notion de je récupère un produit fini, mais dans quelques heures ce sera mon truc à moi et notre truc à nous. Mais en fait, c'est un peu le même rapport qu'avec n'importe quelle œuvre de l'esprit. En fait, le jeu de rôle a cette différence-là, c'est qu'on se l'approprie en faisant des choses, mais quand tu regardes un film ou que tu lis un bouquin ou que tu écoutes de la musique, de toute façon, le rapport que tu vas avoir est un rapport personnel, tu te le seras approprié. La différence avec le jeu de rôle, c'est que tu vas en plus fabriquer quelque chose qui va se rajouter, mais c'est pour ça que le jeu de rôle se rapproche sûrement beaucoup plus de la littérature ou de la musique ou du cinéma que du jeu, en fait. C'est pas l'aspect ludique qui le rend si particulier, c'est plus voilà le rapport au fait de proposer des idées, de proposer une esthétique, et après les gens la récupèrent comme un lecteur récupère un livre et le digère et en fait quelque chose. Et en plus, je pense avec la musique aussi ou la littérature, comme dans le jeu de rôle, il y a pas de gagnant. C'est-à-dire, dans les échecs, on est sûr que quelqu'un va vouloir gagner, c'est un peu le principe. Il y a des règles, c'est très normé, on sait exactement où on va, on sait ce qu'il faut pas faire, ça c'est interdit, ça c'est autorisé. Dans le jeu de rôle, à la base, le but c'est quand même de passer un bon moment, quoi. Donc alors on a tous des super histoires qu'on a envie de raconter, de vivre, mais la notion de gagnant, c'est quand même assez lointain. Ouais, quoi. tu gagnes quand tu t'éclates, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Et il y a justement le parallèle avec la littérature aussi, là, est très juste, quoi. C'est que lire un livre, la seule chose que tu y gagnes, c'est ce que ça va t'amener à toi, et la partie de jeu de rôle, c'est la même chose. Ouais, c'est fou, mais j'ai le feeling complètement inverse pour le coup là sur ça, parce que ça me parle complètement, mais quand tu fais un roman, quand tu vas monter un film ou même donner une pièce de théâtre, tu vois, tu contrôles un maximum de choses au niveau de ta proposition. Tu vas écrire, tu vas gérer ton rythme, tu sais dans quel ordre les choses vont être révélées, et en fait t'es en position de spectateur, en fait tu contrôles pas vraiment l'émotion, t'empêcheras pas le lecteur d'aller lire un peu la fin comme en BD où s'il veut lire la fin il lit la fin, mais en cinéma tu proposes une expérience, tu vois, et en littérature pareil, tu les embarques dans ton univers et tout, mais tu racontes tout. En jeu de rôle, tu contrôles, à part le nom de ton jeu, tu contrôles plus rien dès que tu l'as sorti. Ils vont en faire ce qu'ils veulent comme ils veulent, ils vont jouer dans des formats avec un nombre de joueurs que tu contrôles même pas, ils vont jouer avec en session de 2 heures ou toute la nuit, ils vont modifier les règles, ils vont pas faire ton scénario, enfin à partir du moment où tu as créé un jeu de rôle, où tu as proposé un jeu de rôle, tu contrôles plus rien du tout de ce que tu as fait en fait. Je trouve que c'est un peu pareil dans le cinéma. Quand tu as produit ton film, tu l'as monté, tu l'as distribué, il n'y aura pas de concours de quel est le plus grand fan, quel est celui qui le connaît le mieux. Et puis il y a des films que tu peux faire de manière très sérieuse qui vont devenir des nanars épouvantables parce que tu t'es pas rendu compte qu'en fait c'était une daube sans nom, et qui vont devenir cultes, mais pas pour les raisons que t'espérais. T'espérais faire un chef-d'œuvre et tous les gens ricanent en le regardant, mais les gens l'adorent. Ah ouais, tu vois, ils aiment pas. Parce que là, dans le jeu de rôle aussi. Oui, tu peux clairement te tromper, mais pour moi, la vraie différence avec le jeu de rôle, c'est que tu files les clés en fait. C'est un peu comme si tu passais des heures dans ta cuisine à élaborer une recette, un menu, et que au lieu de les inviter à bouffer à ta table, tu leur donnes les clés du restaurant, quoi. Et ça se trouve, ils vont juste prendre la gazinière et aller la mettre chez eux pour faire un autre truc, ou ils vont garder ton entrée, ils vont rajouter du sel alors que tu penses qu'il en faut pas, tu vois. Tu leur proposes, tu les invites à manger, et en fait tu leur donnes les clés du restaurant, quoi. Et c'est comme ça qu'à mon avis, je suis d'accord, il faut concevoir, je pense, nos jeux de plus en plus comme des outils de créer des jeux soi-même. Tu vois, tu proposes un univers, ils vont se l'approprier, ils vont forcément en faire légèrement ou complètement autre chose. Et si c'est mal vécu par les auteurs, les éditeurs, vous jouez comme ça, vous jouez nominé en mode hyper bourrin alors que c'est drôle, tu vois, t'as pas compris, c'est toi qui as pas compris, j'en fais ce que tu veux, je l'ai acheté, je joue, on s'éclate, quoi. Et je pense qu'il faut accepter de donner les clés, pour le coup, vraiment. Et ça en fait un truc très punk, au sens où tu contrôles pas ce que va devenir ce que t'as fait, quoi. Tu proposes un truc, quoi. Moi, ce que tu dis, ça me fait penser aux intégristes de l'OSR qui veulent qu'on joue exactement Donjons et Dragons AD&D comme Gigax l'a écrit, et que sinon c'est pas possible parce que c'est comme ça que ça a été fait, quoi. Les intégristes. Si, ils s'éclatent tant qu'ils viennent pas nous faire chier. C'est vrai. Oui, voilà. C'est ça. Ouais, il y a de la place pour tout le monde. Encore heureux. Résistance un peu, punk, subversion, contestation, est-ce que c'est des mots qui vous parlent dans votre pratique au quotidien, que ce soit la pratique de jeu de rôle ou la pratique d'auteur, éditeur, illustrateur, auteur, etc. Alors pas du tout. Ce qui est intéressant, oui, c'était innocent. Ce qui est intéressant quand on fait un bouquin ou un jeu de rôle ou quoi que ce soit qu'on propose aux autres, c'est quand même aussi de proposer son propre regard sur le monde, qui est souvent critique, puisqu'on est...
Et oui, ça c'est évident. Et du coup là, le fait que Jean se l'approprie et apporte son propre regard et continue de construire ça, ce commentaire permanent du monde, c'est ça qui est vraiment intéressant en fait. Un jeu de rôle raté ou un bouquin raté, c'est juste un jeu de rôle ou un bouquin qui ne suscite pas de réaction, quoi. Ouais, carrément. Mais est-ce que du coup le jeu de rôle peut susciter des réactions et amener à une autre lecture, une autre grille de lecture du monde ou de la politique ou ce genre de choses? Ou est-ce que non, le jeu c'est du jeu, la politique c'est de la politique et on mélange pas les deux parce qu'on croise pas les effluves, quoi. Bah il y a l'ambition des auteurs d'une part et d'autre part ce qu'en font les joueurs de toute façon. Ouais. Quand j'ai écrit la trilogie de la crasse, c'était dans l'idée d'avoir une lecture critique du monde. Après si les joueurs veulent juste s'amuser avec, ça les regarde. Et par exemple, même sur des jeux à grosse licence, des Star Wars et compagnie, les gens ont toujours une lecture critique qui leur est propre, quoi. Je pense pas qu'il y ait deux tables de gens qui jouent dans un univers Star Wars qui jouent exactement de la même manière. Donc, mine de rien, la lecture critique, elle fait partie, même sur des choses extrêmement posées, monolithiques, genre attention, il y a le lore, on va pas y toucher. C'est une lutte sans espoir pour que les acteurs au quotidien de la pratique du jeu aient envie de faire exactement ce qu'on leur a dit, quoi. Heureusement d'ailleurs, Dieu merci. Après, on peut voir le jeu de rôle aussi comme une base politique, hein. C'est-à-dire que si le jeu que tu sors, il a une proposition politique sur un sujet, hein, je sais pas moi, l'effondrement, je sais que Julien aime bien ça, et du coup, tu vas faire un jeu qui va mettre en scène cette option politique, cette théorie, cette idéologie. Les règles vont essayer de pousser aussi pour mettre en scène cette idéologie. Donc c'est tout à fait possible, et il existe d'ailleurs pas mal de jeux tout à fait politiques, quoi. Je sais que tu aimes bien Chad Walker par exemple, qui a beaucoup travaillé là-dessus. C'est un auteur qui a fait un jeu sur la guerre en Syrie par exemple. Donc c'est assez étonnant comme proposition, mais du coup ça te met dans une situation que t'as pas forcément envie de faire, mais pourquoi pas, tiens, ok, c'est quoi la guerre en Syrie ou c'est quoi la guerre urbaine, est-ce que les règles vont pouvoir me mettre peut-être dans la peau de quelqu'un qui résiste là-bas, c'est quoi la vie quotidienne d'un résistant, donc il y a beaucoup de choses en fait qui sont faisables, et il y a pas mal de jeux déjà qui sont sortis sur plein de résistances différentes, plein d'idéologies différentes. Voilà, donc oui, le jeu de rôle peut être aussi carrément une tribune politique, quoi. Mais le jeu de rôle c'est tellement flexible qu'il y a tout. Donc il y a du non politique, il y a du très très politique, il y a toutes les. Après, par exemple, moi je travaille aussi le méta, ou en tout cas le fait de se jouer soi-même. Donc ça aussi c'est un truc intéressant. C'est un point de vue. Sur le monde, comme disait Christophe, c'est pas tellement politique, mais comment on peut se voir dans un monde imaginaire en se mettant en scène nous-mêmes. Voilà, il y a plein de choses possibles. Ouais, c'est un truc que je trouve aussi assez fort dans les GN, dans les propositions de jeux narratifs, souvent à 2 ou à 3, les petits GN comme ça, où t'as une créativité, t'as une poésie déjà aussi, t'as une proposition qui va jouer sur l'émotion de la personne. Tu parlais du méta, c'est vrai qu'en jeu de rôle, le format classique du jeu de rôle, c'est dans mon univers, les personnages vont incarner, les joueurs vont incarner des personnages qui vont vivre des aventures et machin, et déjà tu as une proposition d'univers. Des fois tu as des thématiques et tout, tu sens un peu peut-être le reflet de l'auteur ou des auteurs et tout ça, et dans certains jeux tu sens un propos, une vision du monde, une vision de notre monde ou du passé ou de l'avenir. Tu as des jeux historiques dans lesquels tu pas une relecture, mais tu proposes d'essayer de vivre un peu ce que ça pouvait être, de vivre à cette époque-là, dans le passé ou dans le futur. Et je trouve que tu as cette proposition assez forte dans les jeux, dans les GN, dans les formats de GN hyper créatifs d'ailleurs, très très indés, où tu as des parties en 1 heure, en face à face, où là tu joues sur les émotions de l'autre joueur et tu vas surfer sur l'actualité, sur des situations de vie, tu vois. Et je pense qu'ils sont plus là-dessus, ils ont plus ce parti pris de lien avec notre monde, notre environnement, notre vécu. Et nous en jeu de rôle, ouais, je pense qu'il y a des jeux où ça transpire, ce que pensent les auteurs de toi, il y a des orientations et tout. Mais si ça peut, c'est bien. Si ça provoque quelque chose, c'est bien. Si ça doit ou si ça tente on est dans l'expérimental ou dans le pamphlet ou dans la revendication, ça place aussi, quoi. Mais
Dans ce cas-là, ouais, je pense qu'il faut annoncer la couleur clairement. Nous, on va vous mettre dans la peau de, et on voudrait vous faire réfléchir à, tu vois, clac. Et t'acceptes de prendre part à une expérience qui est ludique, tu vois, qui est, comment il dit Ben Salem, qui est gamifiée, tu vois. Voilà. Tu proposes une proposition ludico, machin. Juste, tu vas jouer, et tu vas proposer aux gens de vivre une expérience de jeu. Est-ce qu'ils l'acceptent? Si c'est clair, c'est cool, parce qu'en jeu de rôle, il y a un truc qu'on sous-estime un peu. Enfin, les mentalités ont beaucoup évolué là-dessus. C'est que des fois, tu sens que t'as des gens qui sont des joueurs qui sont heurtés par des thématiques, qui sont touchés, qui sont mal à l'aise avec une situation autour de la table, tu vois. Et il y a une conscience que je trouve très très saine. Comme dans le mouvement techno, le mouvement métal, le mouvement cosplay, où en fait où les gens ils se parlent, ils essaient de rendre ça un peu safe, un peu clean, ils font attention aux autres et tout. C'est pas girly de faire attention aux gens, tu vois, c'est juste ok, on va jouer à un jeu d'horreur avec des scènes hyper hardcore, avec du cannibalisme, et tu vas devoir toi faire des ouais, j'ai pas envie, bah voilà, donc annoncer clairement les expériences. Et là, je pense que tu peux faire des vrais parallèles où tu peux passer des messages, où tu peux faire réfléchir. Je prends l'exemple de Vermine parce que ouais, j'ai fait des jeux avec des dragons, tu vois, c'est pas très politique les dragons. En même temps, tu choisis ton camp quand même. Est-ce que t'es machin? Sur Vermine, il faut que ça reste un jeu. C'est notre monde, c'est ce que pourrait être notre monde dans 20 ans. Et tu sais qu'il y a un moment où les joueurs ils se disent ah ouais, mais notre monde il va vers ça. Et il y a des gens qui avaient pas trop de conscience. Soit climatique, soit humanitaire, soit juste d'anticipation de comment ils se comporteront, quoi. Et si ça les fait en plus de s'éclater, réfléchir, c'est bien, mais c'est pas le but. Et si c'était le but, il faudrait que ce soit marqué en gros ceci n'est pas une fiction, tu vois. Et ta proposition, elle doit être claire, peu importe ta proposition, même des trucs hyper hardcore, pourquoi pas. On peut faire ce qu'on veut, mais il faut être clair sur la proposition, quoi. Oh, c'était sérieux. Désolé. Toi, en tant qu'auteur, je voudrais rebondir après sur cette notion de care qui est apparue il y a une dizaine d'années dans le jeu de rôle et qui est de plus en plus présente. Mais petite question peut-être plus personnelle, toi en tant qu'auteur, si un joueur vient te dire je me suis jamais posé de questions sur l'effondrement, mais grâce à ton jeu, parce qu'on m'a fait découvrir Vermine, bah, j'ai pris conscience de ça et aujourd'hui je me pose des questions. C'est gratifiant, ça touche quelque chose. Il y avait une intention, peut-être plus ou moins consciente derrière ou pas? C'est à double tranchant parce que tu es responsable de ce que tu provoques, même si tu l'as pas voulu, quoi. Par exemple, je prends l'exemple d'Elric, on a fait l'adaptation d'Elric en bande dessinée. Je suis content que des gens viennent nous dire à l'équipe, on connaissait pas Elric, et par la BD on a découvert, on a eu envie de relire les romans. Là tu te dis que tu as rendu à l'auteur des romans ce qu'il t'a donné quand il a écrit son roman. Tu as fait une passerelle. Sur Vermine, moi je suis convaincu de ce que je pense. J'ai pas envie de changer la vie des gens, tu vois. Et si les gens viennent me dire ah ouais, je me suis un peu intéressé à je sais pas, Sea Shepherd, où j'ai appris à faire du feu, ou je suis allé dans les bois avec mon gamin, moi, je suis content s'ils ont passé un bon moment. Mais au moment où Vermine est ressorti, c'était assez flippant, c'était la pandémie, c'était confinement et tout, c'était pas volontaire, hein, mais on a préparé notre campagne marketing depuis longtemps, quoi. Mais j'ai reçu des mails avec des mecs qui me demandaient combien d'eau ils devaient stocker en cas d'évacuation d'urgence, et tu te dis c'est pas mon rôle, quoi. Tu vois, j'ai pas une chaîne YouTube marquée conseil en survie ou en effondrement, et tu te dis en fait c'est à double tranchant là-dessus, c'est que t'as pas envie ni d'avoir ce rapport-là aux joueurs ou aux lecteurs. Tu veux pas te poser comme mec qui te propose de réfléchir à l'avenir, et tu veux pas non plus l'assumer, quoi, les conséquences de ça. Je suis très content que les gens fassent plus gaffe à leur environnement qu'avant, si c'est le cas, quoi. Mais ça s'arrête là, quoi. Tu vois, voilà, c'est là, je suis en auteur de jeu de rôle sur Vermine, juste, quoi. Voilà. En même temps, t'es pas un lanceur d'alerte, quoi. En même temps, faut quand même penser à stocker de l'eau. Oui. Mais combien du coup? Et peut-être même question pour Christophe, une fois que tu auras fini ton verre. Arrête de boire, Christophe. Pareil, quelqu'un qui dit bah voilà, en lisant Féminicide ou Histoire de la fin du monde, bah je m'étais jamais mis dans la peau d'un laissé pour compte de quelqu'un que la vie a tabassé à mort. Maintenant j'ai pris conscience d'autre chose. Si en tant qu'auteur tu ouvres des consciences, auteur de jeux ou littéraire, si tu ouvres des consciences, est-ce que c'est un but? Est-ce que c'est une responsabilité que tu n'as peut-être pas envie de porter? Comment tu te positionnes toi là-dessus? Je me suis rendu compte en cours de route que c'était possiblement un but, ouais. En fait, effectivement, mes bouquins, même les jeux que j'ai écrits pour Batro, parlent quand même plutôt des marges de la société, des gens qui vont mal, qu'ils soient victimes ou auteurs, mais en tout cas plutôt des gens qui vont mal. Et oui, j'aime bien l'idée qu'une œuvre de l'esprit, que ce soit un jeu ou un livre ou autre chose, même un disque de punk,
ouvre un peu l'empathie de celui qui le consomme, et qu'à force de côtoyer des clodos ou des dingues dans la fiction, fasse un peu plus gaffe aux clodos et aux dingues dans la vie réelle. Oui, ça effectivement, si je peux apporter une petite ouverture d'angle, c'est assez gratifiant. Ouais. Ce qui est gratifiant aussi d'ailleurs, c'est quand des gens qui vont pas très bien dans leur vie réelle lisent mes machins et ils trouvent un peu d'énergie pour mieux supporter le monde. Ce qui est aussi un début du jeu aussi en général. Ouais. Et cette notion d'empathie, cette notion de se mettre dans la peau de l'autre, marcher un peu dans ses bottes pour voir ce qu'il ressent. Le jeu de rôle, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est peut-être l'un des meilleurs outils, que ce soit le jeu de rôle psycho ou le jeu de rôle ludique. Ouais. C'est un des meilleurs outils pour faire ça. Ouais. Je pense que je serais pas romancier tel que je le suis si j'avais pas été rôliste de toute façon. T'es pas le seul à dire ça, c'est rigolo. Hein. Il y a énormément d'auteurs là qui sont, ne serait-ce qu'ici, qui le disent d'une manière. Mais que vous attendez quoi du coup pour écrire un roman là? Vous deux là. C'est très mal écrit, mais je l'ai pas publié. Après 27 000 je vous laisse, relectures, merci, c'est pas bon. c'était très sympa. Non, je crois qu'il y a un truc qui est important dans le jeu de rôle, c'est qu'il y a un côté à la fois thérapeutique et catharsis. Par exemple, qu'est-ce que ça fait de se comporter en salaud, d'être une vraie ordure? Bah, on peut expérimenter, et puis il y a un réalisme, on va dire, dans le jeu qui fait qu'il y a des conséquences et on a des prix à payer qui apparaissent évidents en termes de jeu, et ça permet de réfléchir et de se dire ouais, en fait, c'est peut-être pas forcément aussi simple. Qu'est-ce que c'est que d'avoir une allégeance, par exemple? Alors, ça, c'est un exemple complètement pété, mais j'ai joué à Donjons et Dragons pendant des années. Je suis très fier de ne pas avoir eu un seul paladin qui a dépassé le 5e niveau. Ils sont tous morts en combat pour une noble cause. Et quand j'entends un mec me dire, mon paladin est niveau 17e, mais t'as passé ton temps à fuir, c'est pas possible. Mais tu sais pas ce que c'est qu'être un homme courageux, quoi. T'as lâché des trucs, quoi. Tu t'es jamais dit, allez-y, moi je vais mourir au combat pour vous protéger. Vivre ça simplement, c'est une expérience qu'on n'a jamais l'occasion de faire et qu'on ne fera jamais. Mais dans le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est que d'être un mec qui croit tellement à sa cause qu'il est capable d'aller jusqu'au bout et de se sacrifier pour ça? Et ben c'est une expérience qu'il n'y a que le jeu de rôle, je pense, qui permet de le vivre, quoi. Ah, c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est aussi un peu une ambition que je nourris dans mes bouquins, c'est de proposer aux lecteurs des expériences qu'ils pourront pas vivre dans la vie ordinaire. Et ça, mais je pense que ça nous anime tous en tant qu'auteurs de jeux, de fiction, de quoi que ce soit, c'est de sortir les gens de leur vie ordinaire et de les amener dans des vies, qu'elles soient possibles ou pas, mais en tout cas dans d'autres vies, qui voient un peu comment ça se passe en dehors de leur dot. Après, c'est que le jeu de rôle, il permet d'avoir des émotions assez fortes, parce que du coup, comme tu vis toi l'expérience, même si elle est simulée, je pense qu'elle est un peu plus forte que d'autres médias que tu vas juste recevoir, entre guillemets. Là, le jeu de rôle, tu es dedans, quoi. Donc tu vas vivre la situation. Donc tu as forcément beaucoup d'outils pour ressentir fortement des émotions. Voilà. Mais après, ça dépend aussi de la manière dont ça va être mis en scène. Ça va dépendre de l'histoire, des personnages auxquels tu vas t'accrocher, de plein de choses, donc c'est pas non plus garanti, quoi. Oui, et puis de l'implication que tu veux y mettre aussi. Exactement. Oui. En fait, c'est un potentiel. C'est juste un potentiel, mais le potentiel, en tout cas, il est là, quoi. Oui. Et c'est un gros potentiel, du coup. Carrément. Vraiment. Et puis je pense qu'il y a peu de loisirs gratuits qui permettent de changer radicalement d'opinion sur un sujet, en se disant ah mais j'avais jamais pensé aux conséquences de ça. J'imaginais pas que les choses pouvaient se passer comme ça. J'imaginais pas que c'était à la fois soit aussi dur, soit aussi simple de faire ceci ou cela, quoi. Et je trouve que c'est une des forces du jeu de rôle, ça donne l'occasion de vivre plein de vies avec leurs conséquences, leurs risques, leurs dangers, et de se dire je suis quand même content d'avoir ma vie entre guillemets classique, standard, dans un monde qui va plutôt bien, plutôt que d'être un aventurier des plaines, un joyeux guerrier, un prêtre qui guérit des mecs sans arrêt. Parce qu'on peut jouer en ligne, mais en ligne, bon, la partie elle a un fin, on a fini l'instant, c'est bon, c'est terminé. Je rentre chez moi, quoi. Une partie de jeu de rôle, il y a des conséquences après, il va y avoir une campagne qui va durer, qui va s'éterniser, le mauvais comportement dans tel endroit, tel village va avoir une conséquence 3 semaines plus tard quand on va revenir dans le même village avec un mec blessé, un autre qui a chopé la peste. Mais je pense qu'il y a des conséquences au long cours dans le récit, la forme du récit que prend le jeu de rôle qui sont extrêmement salutaires pour la tête, parce qu'on ça permet de se dire non, les choses, en fait, j'imaginais pas qu'elles étaient aussi complexes. J'imaginais pas que... et c'est drôle que ça soit un loisir qui est souvent caricaturé sous la forme un donjon, des monstres, des dés, des points de vie, puisse des fois donner des révélations, mais
des prises de conscience, des bonnes prises de conscience quand même. Jouer un vampire par exemple dans Vampire dans la Mascarade, finalement c'est super cool, d'être ultra puissant, de rien craindre, mais en même temps le prix à payer est quand même cher, il est élevé, il y a des conséquences pour tous les gens qu'on connaît, je vais quitter ma famille ou je vais bouffer tout le monde parce que j'ai besoin de ce point de sang, etc. C'est sérieux. Ah oui. Vampire, c'est sérieux. Tu rigoles pas avec ça. Pardon. Jamais. Mais Vampire, c'est d'ailleurs un des premiers jeux à avoir mis de la politique en jeu de rôle, avec cette ambivalence entre le respect des codes ou les anarques. Oui, c'est vrai qu'à l'origine, Vampire, c'était fait pour jouer des punks qui résistaient contre une organisation totalitaire. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ça s'est renversé. C'est-à-dire que les joueurs préfèrent jouer l'organisation totalitaire contre les punks. Mais les punks d'hier, c'est pareil en fait. Ils votent Macron maintenant. Ok. Vous voulez en parler de ça ou pas? Bof. On reste sur les vampires. Du coup, c'est quoi un rôliste pas punk? Ce rôliste justement qui va être pour l'ordre établi et qui va arrêter la contestation pour son confort et sa sécurité. J'ai acheté les 27 volumes de la dernière édition 28 de Donjons & Dragons. Oui, voilà. Je pense que le rôliste pas punk, ce serait typiquement ceux qu'on disait, on en parlait au début de la discussion, c'est le mec qui va t'expliquer qu'en fait ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça que c'est écrit dans les règles. Celui qui respecte le système à dis, la lettre. Le Monopoly c'est mieux pour toi, tu vois, parce que c'est même dans la définition du jeu de société, tu sais, faire société par le jeu, t'acceptes. Tous les gens acceptent le temps du jeu, des règles communes, tu les acceptes. Avec un but, tu peux jouer pour le fun, tu peux jouer en équipe, tu peux jouer pour gagner, mais le postulat c'est que tu acceptes les règles, sinon tu peux pas jouer. Tu peux pas jouer au foot en disant moi je prends le ballon à la main. T'as pas le droit, et c'est pas ça le truc quoi. Et au jeu de société en général, le postulat c'est ça. Au jeu de rôle, t'acceptes de jouer avec un système dans un monde avec des capacités, mais tu vas tordre le truc comme tu veux, tu vas improviser, adapter, tu vas sortir du cadre et tout ça. Et je pense que le rôliste ou les créateurs de jeux ou les éditeurs de jeux pas punk, c'est des gens qui seraient hardcore sur l'interprétation et l'utilisation de leur jeu, quoi. C'est un truc qui est organique, qui est fait pour être pour que les gens se l'approprient, quoi. Et si ça vit pas, si c'est by the book, je pense que tu rates quelque chose. Donc on en revient à Vampire, tu vois, mais t'as vraiment le côté tape de la loi, tu vois, les règles et tout, quoi. Et jouer by the book, je pense que c'est pas la façon la plus punk de jouer au jeu de rôle, quoi, au final. C'est même très rare, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très rarement le cas autour d'une table de jeu de rôle de jouer by the book. C'est en ça que le parallèle punk et jeu de rôle était assez évident quand on a monté la table ronde, quoi. C'est votre pratique à vous? Vous êtes punk quand vous jouez? Du temps où je jouais, ouais. Puis, de toute façon, en fait, comme quand je jouais, j'étais ado, donc pauvre. J'achetais pas le jeu, je l'ai fabriqué. Donc, forcément. Ouais. Moi, je bouffe les livres de règles. Oui, j'ai vu. Littéralement, j'ai des coupes de la lettre. Voilà, donc oui, pas de souci. J'aime bien faire ma tambouille. Alors moi j'ai une pratique extrêmement subversive, je fais tous mes lancers de dés sur la table et je ne les modifie jamais parce que l'histoire impose que ceci ou cela. Je trouve ça profondément fair play, profondément équitable. On a un système, le système t'a donné une probabilité de survivre, c'est raté, et ben ça marche pas. Et c'est pas parce que la fameuse phrase apocryphe, les dés servent à faire du bruit derrière l'écran. Non, mais l'histoire, on s'en fout. Si on veut faire une histoire, on va faire de l'improvisation théâtrale, on va faire simplement du théâtre. Mais si on joue un jeu, il y a des règles. Moi, j'aime beaucoup cette idée que, tiens, le dé d'attaque, il est là. T'es touché. Il te reste un point de vie, mon pauvre ami. Moi je trouve ça extrêmement subversif parce que la plupart des gens disent ah non mais l'histoire ça compte vachement. Ouais, ça compte vachement l'histoire, mais en même temps le mec qui est mort courageusement et bêtement, ça fait aussi partie de toutes les grandes sagas, quoi. Et Sean Bean peut nous en raconter 27 fois dans tous ses films. Il est très fort, très beau, très grand, il meurt toujours comme une merde. Et moi j'aime bien ça en jeu de rôle. Non, je vais pas bidouiller. Finalement, respecter le système, c'est être subversif, quoi. Parfois dans cette approche-là, ça peut l'être, quoi. Ça peut l'être. De la même manière que c'est difficile de dire qu'on est subversif quand on fait attention au safe space et au care. Tu vois, c'est toujours compliqué. Il y a des choses ambivalentes en fait. Je sens le débat. Non, mais il y a un chemin. Punk et straight. Absolument, absolument. Mais je veux dire, je pense que c'est une partie que tu mets. Je trouve qu'il y a un côté éminemment
équitable, honnête, à dire les jets de dés on va les faire comme ça. Les dés du maître sont sur la table. Alors des fois effectivement on est quand même obligé des fois de cacher, ça peut être un jet de perception, un jet de ceci, cela, mais moi j'utilise la méthode le dé au fait là, vous le gardez sur la table, pouf. Ah, ce dé c'était le dé de perception tout à l'heure. Il est resté sur la table, tout le monde l'a vu. Le calcul c'était ça, il y avait tant de chance, c'est raté. J'aime bien ce côté éminemment fataliste. Des fois les gars je suis désolé mais ça va pas marcher. Vous aviez les meilleurs sentiments du monde, vous étiez noble, vous étiez beau, vous étiez fier, vous étiez grand, vous étiez super balèze. Eh ben non, ça va pas marcher. Et d'autres fois par contre, ouais ça marche pour de vrai mais c'est pas parce que j'ai bidouillé mon jet de dés derrière mon écran pour te donner l'impression que t'as eu de la chance. Non, la chance tu l'auras vraiment. La chance elle va apparaître sur le dé. Mais c'est Shakespeare chez toi, ça finit toujours mal, quoi. Ouais. C'est dramatique. Beaucoup Shakespeare. Ouais. Moi je sais pas si c'est punk, mais pour le coup, les gars de la cale là, qui nous accueillent et tout ce week-end, la première fois qu'on s'est rencontrés, ils m'ont dit viens nous faire jouer. Je suis ok, j'arrive et tout. J'avais pas de feuille de perso, je suis venu les mains dans les poches. En fait, le jeu était même pas sorti, on avait pas de fiches, pas de dés, pas d'écran. Moi j'ai pas de scénar quand je viens faire jouer des gens, quoi. Et c'est les joueurs qui font tout, quoi. C'est un peu eux qui décident de où ils vont, qu'est-ce qui se passe, et tu fais style. Là, tu mets un événement, tu rebondis, et en fait au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure, tu vois, dès que le truc est parti, t'as 4 ou 5 meneurs de jeu à la table et c'est toi qui kiffes en fait, c'est toi qui vis ce truc un peu sympa, qu'est-ce qu'ils vont faire et tout. Et j'aime bien ça, quoi. Je pense que t'es surpris en fait, même en tant que MJ t'es surpris. Ouais, pour le coup, t'essaies vraiment de mettre en place ça. Tu sais, je sais pas, moi j'ai ce truc avec, j'étais DJ et tout, une folle époque, quoi, et j'aime bien. Tu proposes un son ou une ambiance et après tu sens que les gens ils se l'approprient et en fait t'as pas d'autre choix que de surfer sur leur vague à eux, quoi. S'ils veulent aller là, s'ils veulent continuer sur ce truc là, tu leur mets du ça. Et sur Vermine je le vois beaucoup parce que c'est un jeu où les joueurs ils ont une proposition de groupe, ils peuvent scénariser leur truc, ils fixent leurs objectifs de campagne, c'est eux qui décident de tout, quoi. C'est quelque chose que tu as favorisé dans la création du système en même temps. Bah c'est une façon un peu feignasse d'être meneur de jeu, tu vois, où tu dis ils sont vachement plus créatifs, ils sont plus nombreux que toi, tu vois, donc c'est eux qui décident de ce qu'ils veulent jouer, quoi. Et je sais pas si c'est punk, mais en tout cas je pense que la création elle est chez les joueurs. Voilà. C'est vrai que les jeux que j'ai aimés, c'était quand même plutôt des jeux qui proposaient des univers, mais qui me disaient pas quelles histoires j'allais y vivre ou j'allais y raconter. J'avais juste un décor et puis je faisais ce que je voulais dedans, quoi. Ouais, ça c'est important. Ouais, mais c'est vrai que d'ailleurs il y a des alors pour parler de théorie un peu de jeu de rôle, mais il y en a qui disent en fait le jeu de rôle, l'essentiel d'une partie ce sont les joueurs qui vont le faire, quoi. Et d'arrêter de se focaliser sur est-ce que le livre de règles il est bien fait, est-ce que le MJ il fait bien son boulot, c'est plutôt ok, qu'est-ce qu'apportent les joueurs. Et ils considèrent que c'est ça l'essentiel en fait, c'est qu'est-ce qu'apportent les joueurs. Cela dit, ça rejoint la fiction en général. Dans la fiction, ce qui est intéressant, c'est les personnages, c'est ce qu'ils foutent. Exactement. Tu peux avoir un super décor, une super histoire, ces personnages sont mous, ils font rien. Il n'y aura aucun intérêt pour le lecteur ou pour les joueurs, du coup, si c'est un jeu. Le jeu de rôle, c'est ce qui est assez ouf, si on peut faire passer un message à nos amis éditeurs de jeux de rôle, c'est qu'en fait, ça fait des années qu'on fait des livres pour les meneurs de jeu, quoi. On adresse toute notre création aux meneurs de jeu, c'est eux qui les achètent, c'est eux qui les lisent, c'est eux qui doivent les mettre en scène, ils sont supposés, tu vois, faire jouer. Alors qu'en fait, en face à la table, t'as 3, 4, 5, 6, 7 joueurs qui ont un potentiel créatif de ouf, et c'est eux qui font le gros de la narration, quoi. Il serait peut-être temps de faire des jeux pour les joueurs, quoi. À un moment, tu vois, en fait, je vends plus de d'une bouquins façon ou d'une autre, quoi. Donc, Ah, mais là on va plus vendre, Julien dit pas ça. Si, je vendrais 6 fois plus, du coup. Donc c'est important de vendre. Voilà. Soit ça casse, soit c'est x6. Mais bon, voilà. Je crois qu'ils préfèrent les chips. On va acheter des ouais, voilà, des chips. Mais ne serait-ce que vendre des chips dans les packs des Kickstarter, des crowdfunding, tu vois, tu mettrais des pépitos, des chips, à mon avis, t'aurais des packs joueurs, quoi. C'est à quand les chips Donjons et Dragons, quoi. Enfin, si on veut faire Étonnant la qu'il n'y ait thune, pas pensé. Oui, C'est très étonnant. pas encore. J'espère qu'ils écoutent pas. Il nous reste 5 minutes, 4 minutes. Est-ce que un petit mot de la fin chacun, voir un peu ce que ça vous a géré. Un quart d'heure, parce qu'on est large. Donc si vous voulez ajouter quelque chose, conclure, faire passer un message, renverser le système, c'est le moment. Moi je dirais que le jeu de rôle est un vrai punk, il a perdu la moitié de ses points de vie, mais il attend qu'une canette de bière pour avoir une potion de soin et repartir de plus belle. Ok. Et c'est le rôle de chacun, chaque joueur, chaque maître d'essayer de passer le flambeau, et c'est l'occasion pour plein de gens de découvrir un loisir super riche et qui ouvre des portes qui sont infinies vu qu'on est seulement limité par notre imagination en tant que maître et celle de nos joueurs. Je vote pour toi demain. Ouais, clairement. Voilà, c'est beau. Okay.
Je voulais pas plomber l'ambiance. Moi je dirais si vous voulez faire un jeu de rôle, peut-être commencer par écrire un jeu de rôle sur une page. Oui. Voilà, c'est un bon exercice et c'est cool. On peut même viser le sous-boc pour un premier jeu. Le minimalisme. Voilà. C'est beau le minimalisme. Les fiches de Précisément. perso sur un sous-box, ça c'est parfait. Ouais. Ou les scénars sur un sous-boc, ça tient bien. Et si t'es bon en Origami, tu peux me faire un dé à 6 faces avec un sous-box. C'est tout ce que j'avais à dire sur la question. Très bien, c'est déjà pas mal. Bah, je vote pour toi aussi du coup. T'as vraiment envie de parler de vote. Hein. Non, mais j'ai vraiment envie de voter plutôt pour quelqu'un qui est à cette table Ouais. que, tu vois, que ce qu'on nous propose quoi. Ouais. Mm-mm. Mais ouais, bah, en fait, globalement, on s'en fout quoi. C'est pas ma façon de résumer le truc, mais on peut le faire de plein de façons différentes. L'important, c'est d'en faire le jeu de rôle. Ça a vachement fait peur déjà à ceux qui jouaient pas. À l'époque où on disait tu fais quoi, tu cours dans les cimetières tout nu et tout, t'égorges des moutons, tu vois, bon bah super. Non, c'est pas cool. vraiment ça que je fais quoi. Et après je pense que c'est un format qui est impressionnant pour des gens pour écrire. On voit que dans ce qu'on voit de la partie émergée commerciale du truc, on voit que des gros pavés, des gros bouquins, avec des illustrations de plus en plus malades, des maquettes de fou. Tu sais que c'est un gros boulot. Et je pense que ça peut décourager ou impressionner des gens de s'y mettre. Par quoi je commence ? Comment je fais 250 pages de background, tu vois, comment je fais un système de jeu qui doit gérer à la fois je fouille dans la poche de mon voisin ou je tire à l'arme automatique en faisant un salto sur une moto, tu vois, bon c'est des trucs de fou quoi. Et comme dit Batro, l'important c'est la proposition, c'est tu veux proposer à qui de jouer quoi, comment, voilà. À la limite une page est largement suffisant quoi. Ouais. Vous êtes des espions et vous êtes là et vous avez un truc à faire et une carte, je fais ce que je veux à ce moment-là, clac c'est parti quoi. Et on en parlait tout à l'heure, tous les deux là, les gens ils savent déjà jouer, ils le savent pas quoi. Ouais. Tu les fais jouer, ils savent déjà jouer au jeu de rôle quoi. Donc arrêtez d'impressionner avec des gros trucs et revenir à qu'est-ce que tu as envie de faire quoi. Mais c'était un peu le rôle du punk musical aussi, de dire les gens sont impressionnés parce que pour faire du jeu de rôle il faut un bouquin de 300 pages machin. C'est un truc que je vois souvent en initiation, c'est j'aurais pas l'imagination, j'aurais pas les références, etc. Alors qu'en fait, quand t'as 3 connards qui s'assemblent dans une cave avec une guitare et qui disent je plaque 3 accords, j'ai jamais appris à jouer mais ça m'empêche pas de faire un album qui va plaire à énormément de gens. Le jeu de rôle c'est pareil, tu montres l'exemple, 2 minutes après tout le monde sait jouer et se rend compte qu'il a toujours su jouer en fait et qu'il était impressionné pour rien quoi. En fait, il suffit d'avoir un truc à dire et tout le monde a un truc à dire. Ouais. Et ça effectivement, comme tu dis, les gens le savent pas, s'en rendent pas compte avant Tant qu'ils d'essayer. ont pas testé. Ouais. Ah, puis il y a aussi peut-être aussi dans la communauté rôliste, il y a une certaine envie d'élitisme. Mon jeu est plus sophistiqué que le tien, mon jeu est plus ceci, plus cela. C'est toujours été je trouve une ligne de fracture dans la pratique du jeu de rôle. C'est les gens qui sont très contents d'avoir réussi à s'embiter un bouquin de 300 pages et qui tiennent absolument à montrer que moi je le connais, j'ai une espèce d'autorité morale c'est vrai que ça peut impressionner quelqu'un. Moi je voulais juste, je sais pas, aller dans un donjon avec un dragon, un truc à la con quoi. Ouais, m'amuser, passer un bon moment quoi, faire un truc que j'ai jamais fait. Et il y a cette tentation élitiste, moi je la retrouve encore maintenant des fois chez des gens qui sont qui ont envie d'étaler un savoir, qu'en plus ils livraient complètement idiot, vu que si t'es pas dans ton domaine de prédilection de ton jeu favori, tu connais pas le truc et tu sais pas le transmettre en fait. C'est le vrai problème du jeu de rôle, hein, c'est les rôlistes. Hein. Toujours. Les rôlistes qui ont internet, ça a toujours été le principal problème du jeu de rôle quoi. De toute façon, le problème du punk, c'est les punks. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est la fin, je sens. Ouais. Eh ben, si c'est la fin, est-ce qu'on s'arrête là? Qu'est-ce qu'il en dit la cale? On va pas meubler à vide. Si on a fait le tour, moi je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, on a fait un bon tour d'horizon. Eh ben c'est chouette. Merci à tous. Merci à la cale. Merci à vous. Est-ce que vous voulez faire un instant promo chacun pour vos boulots en cours et à venir? On a un petit encart publicitaire, c'est très punk. Achetez mes livres, ils sont super. Voilà. Pareil. Achetez nos livres, ils sont super. Ouais, et puis pour le coup, suivez un peu ce que font les gars de la cale en stream. Ils font plein de parties de jeux. Il y a une bonne ambiance et on retrouve, tu vois, on peut fumer à table, on peut boire des bières à table et on se rapproche un peu du jeu de rôle en vrai quoi. Donc c'est un truc qu'on voit pas souvent sur internet. Je crois que ce soir il y a une partie de jeu de rôle, non? Violence, sexe, caca. C'est important. C'est important. Venez jouer. Voilà. Trois thèmes essentiels. Ouais, c'est synthétique. On a tout dit. Voilà. On a ça, on a Vermine à 17h je crois. Et demain, table ronde
Vas-y, tu vas le faire mieux que moi. Ouais, on m'entend un peu moins bien dans ce micro, mais en gros, là tout de suite, ça va être cartomancie. C'est Manu qui va faire jouer un peu à la volée. On va essayer de trouver des joueurs dans la foule et on va faire ça un peu à la volée. On va faire 2 sessions de cartomancie. Il y a Vermine à 17h avec Julien en PJ. Yes. Et après Vermine, du coup, ce sera 20h, le violence sexe caca. Et demain, on commence à 11h avec un fiasco cadre embrasement, création d'Yannick. 14h, la table ronde sur la création d'univers. Et à 15h30, ce sera la partie de Berlin 18 animée par Marin. Qu'on voit pas à l'image, mais qui est en bout de table là, qui nous écoutait. Et voilà pour le petit programme. De toute façon, on va l'afficher après sur l'écran de veille pour ceux qui nous suivent. J'en mets. Allez, bisous. Eh ben, merci à tous. Bisous, grosse liche.